Bienvenue les amis sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, dans sa totalité, le phénomène humain, se dirige progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, le bonheur suprême, équivalent à ce qu'on pourrait qualifier de l'extase, le nirvana, l'éveil. L'humanité va vers l'éveil. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Alors la plupart du temps, pour un peu essayer d'éclairer cette théorie, je m'appuie sur je prends prétexte, on va dire, sur des vidéos, sur des podcasts que j'écoute sur France Culture. Et la plupart du temps, c'est dans une émission qui s'appelle Avec Philosophie. Et là, je vais reprendre l'analyse, enfin l'analyse légère, de la série qui était consacrée au présent. Le présent toujours perdu, point d'interrogation. La philosophie à l'épreuve du temps. Et c'est l'épisode 2 sur 4 consacré à Hegel. Seul le présent est frais, tout le reste est terne. Voilà, donc c'est la 3e vidéo. Je lance le podcast et je dérive et voilà, j'essaye d'éclairer un peu ma théorie à partir de cette réflexion. Bon, j'ai oublié de brancher le micro. Allons-y. Reprendre la lecture. Moi, je maintiens l'idée qu'il y a en quelque sorte une ambiguïté du présent. Parce qu'il y a d'un côté le présent empirique et d'un autre côté ce qu'on pourrait appeler le présent spéculatif. Et le travail du philosophe tel que le conçoit Hegel, c'est à saisir le présent spéculatif, non pas au-delà, mais dans le présent empirique. Comme l'a dit Emmanuel Renaud, le concept d'effectivité, qui est très longuement analysé dans la science de la logique, désigne précisément ce que j'appellerais l'unité de l'être et de la raison d'être. C'est-à-dire lorsque la raison d'être n'est plus distante de ce qui est, mais fait corps, pour ainsi dire, avec lui. Et le travail du philosophe, c'est d'apercevoir la raison d'être dans l'être, d'apercevoir que l'être qui se donne apparemment comme contingent empirique, que l'être en réalité est porteur d'une raison d'être, et cette raison d'être lui confère tout son sens. Pour reprendre l'exemple de la Révolution française que Emmanuel Renaud a évoqué et que j'ai repris aussi, Hegel a un point de vue sur la Révolution française qui est en gros le suivant. Bien sûr, la Révolution française a connu des excès, des drames, on y a commis des crimes. Hegel n'est pas partisan de la terreur révolutionnaire, mais il est convaincu, et je parle de Hegel, du fait que la Révolution française a mis à l'ordre du jour quelque chose qui devait l'être, une transformation radicale du monde humain, oui. Et que cela, on ne peut pas revenir en arrière. C'est le noyau. Et c'est surtout rationnel pour lui. Absolument. Oui, et c'est là où la pensée de Hegel est extraordinaire. Parce que en réalité, on ne peut pas refaire le passé. Et donc, la meilleure façon, c'est d'essayer de le comprendre, plutôt que d'en avoir des remords, d'avoir d'essayer soit de l'éteindre, soit de ne pas le regarder, soit de le mettre de côté, soit etc. Le passé, il a une raison. Évidemment, c'est terriblement difficile, par exemple, d'essayer de comprendre pourquoi les drames qui ont constellé le XXe siècle, 14-18, 39-40, et c'est très difficile de justifier l'injustifiable. On peut pas le justifier, évidemment. Mais par contre, essayer de le comprendre, pourquoi l'humanité devait passer par telle et telle
passage de son chemin, eh bien, c'est ce qui permet de comprendre que la vocation de l'humanité, que son chemin l'entraîne progressivement vers quelque chose, de pouvoir se poser la question où va l'humanité en regardant le passé. Voilà les épreuves que l'humanité a passées, les passages qu'elle a dû passer, les progrès qu'elle a dû faire, etc. Et grâce à tout ça, eh bien, on peut commencer à réfléchir à sa finalité, à son but inapparent qui selon moi est à découvrir. Et qui ne peut plus en être autrement après en quelque sorte, la Révolution française a mis à l'ordre du jour un certain nombre de choses sur lesquelles les sociétés humaines ne pourront pas revenir, quand bien même elles le voudraient. Emmanuel Renaud, vous voulez ajouter? On retrouve, je crois, donc, dans cette question de... Et ça, c'est majeur, justement. On ne peut pas revenir... pour ce qu'a entraîné la Révolution française, c'est-à-dire qu'on est passé, par exemple, d'une domination par l'aristocratie à une réflexion sur la domination ou la souveraineté du peuple. Et ça, simplement, même si ça a entraîné des choses négatives, des choses violentes, des choses, etc., l'humanité a dû faire ce bond. Et ce bond, il nous permet de comprendre que la finalité, c'est la liberté absolue de chaque être humain. C'est-à-dire qu'on a été sous la coupe quand on était des troupes humaines, des petits groupes humains, on était sous la troupe d'un dominant absolu, le chef du groupe de la troupe, quoi, hein, qui impose sa volonté à l'ensemble. Et puis progressivement, on peut faire la généalogie de cette évolution vers la liberté absolue de chaque individu. Et je pense que justement grâce à l'IA, grâce à la capacité des ordinateurs de calcul, etc., on va pouvoir vraiment démontrer la logique sous-jacente vers cette liberté absolue. Mais la Révolution française est un des moments forts de cette évolution vers la liberté absolue. Et la liberté absolue, on retrouve cette idée qui était d'avant-garde et sans doute mal peut-être un peu brutalement réfléchi par l'anarchisme. L'anarchisme, c'est l'idée que que tout être humain doit être absolument libre. C'est-à-dire qu'il faudra, bien entendu, avant d'atteindre cette liberté absolue, de faire tomber le fait que qu'un être humain puisse avilir un autre être humain, qu'il puisse le dominer, qu'il puisse, etc., qu'il puisse s'affirmer aux dépens d'autrui. Voilà, il faudra que l'humanité en finisse totalement avec le fait qu'un être humain puisse abuser d'un autre être humain. Et ça, c'est le chemin, si on regarde avec un œil un peu tolérant, on va dire, et pointu, eh ben on se rend compte qu'on travaille à ça. L'humanité ne cesse de travailler à essayer de maîtriser la capacité humaine de s'affirmer aux dépens de ses congénères. Alors c'est lent, parce qu'il faut décompresser un esprit qui nous vient de l'époque, de notre époque antérieure, lorsque nous étions des primates naturels. Donc c'est cette décompression qu'on fait péniblement. Alors là, à mon sens, il va y avoir une accélération de ce processus, parce qu'on va pouvoir travailler, on a découvert la psychologie, le travail psychologique, on sait l'impact des familles maltraitantes sur les processus, on connaît maintenant
l'impact du narcissisme, etc., des valeurs, de certaines valeurs. Et donc, on va pouvoir travailler à la racine. Pour l'instant, l'humanité n'est pas partie sur ce chemin encore d'un véritable choix de travail, d'une conscience. Voilà, un état de conscience qu'on peut commencer à travailler très tôt pour éviter qu'un être humain soit obligé d'aller soigner à 20 ans en prison parce qu'il a eu des maltraitances toute son existence voilà, ou qu'il a été éduqué de façon à maltraiter ses congénères. Donc tout ça, c'est un travail en devenir, mais on voit bien qu'on est très proche de cette prise de conscience. Voilà. Est-ce que notre époque a un noyau rationnel? Là, je crois que cette question, elle renvoie directement à ce dont on parlait juste avant, à savoir la question de l'expérience du progrès. Donc Hegel était convaincu que la Révolution française était constitutive d'un progrès irréversible et que notre modernité était marquée par des progrès irréversibles. Et aujourd'hui, je crois que c'est difficile d'en être convaincu. Et donc, moi, personnellement, donc là, puisque vous m'invitiez à critiquer Hegel, là, sur ce point-là, je ne pense pas que, effectivement, je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui de dire que le présent est fondamentalement rationnel, parce qu'il est défini par cette rationalité du progrès, et progrès, il faut préciser aussi que pour Hegel, c'est progrès de la liberté, un progrès de la conscience de la liberté. Nous faisons une conscience, nous faisons des idées toujours plus rationnelles de la liberté, plus satisfaisantes, et du point de vue de l'effectuation, c'est-à-dire de la liberté. Donc, est-ce que notre monde est un monde dans lequel nous sommes en permanence, qui est marqué par un progrès de la compréhension de la nature de la liberté et par des progrès de la liberté effective? Bon, il y a toutes sortes de raisons d'en douter. Alors, c'est là où moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Justement, oui, moi je serais du côté de Hegel. Évidemment qu'il y a un progrès de la liberté. Si on regarde une petite tranche d'humanité, celle qui nous concerne dans notre vie, voilà, les 50 ans avant ou un siècle avant, et puis peut-être grosso modo un siècle après ou 50 ans après notre vie, évidemment c'est difficile de le comprendre, parce qu'on est dans un moment où la liberté semble entravée justement par le marché, le système qui occupe notre temps, qui bouffe notre vie, qui bouffe notre liberté. Mais c'est qu'un passage, et d'un autre côté, on peut voir tout, on peut distinguer tout un tas de travail sur la liberté qui se déroule. Et il y a ce progrès vers la liberté. Donc là, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Et c'est marrant parce que je pense que dans les deux intervenants, chacun a vraiment une idée un peu différente. Et c'est ce qui est beau dans ces podcasts, justement. Oui. Alors, si je vous interroge là-dessus, c'est parce que, comme ce noyau est rationnel, il dit que c'est une substance qui a à voir avec l'éternel. C'est dit plus haut dans le texte. Il importe de connaître dans l'apparence de ce qui est temporel et passager la substance qui est immanente et l'éternel qui est présent. Moi, ça me fait penser, 43 ans plus tard, à une formule bien connue de Baudelaire, en 1863, où il définit la modernité en art, et il dit qu'il s'agit de tirer l'éternel du transitoire. Ça ressemble beaucoup. On ignore d'ailleurs si Baudelaire avait une dette, là, envers Hegel. Je ne suis pas sûre du tout. En tout cas, c'est une formule proche. Mais l'éternel, à mon sens, justement, et c'est certainement ce que pensait Hegel également, et sans doute Baudelaire, l'éternel, c'est l'extase, c'est l'instant présent, c'est l'absolu, c'est le fait d'être posé dans le présent absolu. Quand on est dans l'état d'extase, on est dans un présent absolu, et donc c'est éternel, parce qu'il n'y a plus le temps. C'est tout simplement l'éternel, l'éternité, c'est juste l'abolition du temps. Même si le temps il continue à se dérouler extérieurement à notre esprit, dans l'état d'extase, on n'est plus du tout, notre esprit n'est plus du tout impacté par le temps. Donc on est dans l'éternité. Et donc dans cette éternité, on est
C'est pour ça qu'on peut considérer qu'on est divin dans l'état d'extase, parce que c'est la même chose. Le divin, ça correspond à cette éternité, le fait d'être hors du temps. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet état d'extase. Donc, l'éternité, à mon sens, c'est comme ça qu'il faudrait interpréter cette phrase. Et pour la beauté, on peut le comprendre très bien, tirer l'éternel beau du transitoire, du conjoncturel, il y a de la beauté partout, on peut la forger, la sortir de la mode, comme dit Baudelaire. Pour la rationalité, franchement, je trouve ça plus difficile. Pourquoi la sortir de la mode? La mode, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui est dans le temps. C'est pareil, les termes expliquent ce qu'il veut dire par éternité. La sortir de la mode, c'est-à-dire sortir de quelque chose qui change. Et pour pouvoir passer sur l'éternité, c'est ça. Que sort le philosophe, ce n'est pas fondamentalement sa conviction. Voilà, ça c'est important. Le présent, c'est ça pour moi, et on s'oppose à d'autres gens. On est malgré tout dans le registre de l'opinion. Pourquoi Hegel affirme-t-il qu'il y a une manière de penser le présent et pas 36, et qu'il y a bel et bien un fond rationnel que le philosophe doit trouver et que quiconque est rationnel trouvera? Et là, je suis d'accord aussi avec Hegel. Il y a une manière, il n'y a pas 36 manières. L'extase, c'est quelque chose, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. J'ai discuté avec un philosophe pour qui il y avait justement plusieurs façons d'expérimenter l'extase. Mais je ne pense pas, parce qu'on est constitué de la même, on est tous constitués de la même matière, les êtres humains. Et donc, alors, peut-être qu'il peut y avoir des extases où le psychisme de tel être humain va le conduire à être en amour absolu, et d'autres vont être dans une sorte de neutralité où il y a plus de, c'est plus une question de jubilation, mais ça me paraît vraiment problématique d'imaginer qu'il y a plusieurs formes d'extase. Mais bon, ça c'est une autre question. Bon, là, je crois qu'on touche vraiment aussi, on ne l'a pas encore dit jusqu'à présent, mais à des points de la philosophie hegelienne qui sont l'objet de conflits d'interprétation depuis la mort de Hegel. Bon, dès la mort de Hegel, ou peu de temps après, on ne va pas rentrer trop dans le détail, une gauche hegelienne s'est opposée à une droite hegelienne, et la gauche elle-même a donné lieu à l'apparition des jeunes hegeliens, dont le plus célèbre est Marx. Et donc la question de savoir si Hegel est un penseur métaphysique ou non, si c'est quelqu'un qui donne un primat de l'histoire ou au contraire a une forme de rationalité éternelle, oui. Ça, ce sont des questions qui se posent depuis l'émergence de l'hégélianisme au sens de l'école hégélienne. Donc ça, c'est le premier point. Moi, et là, l'éternel qui est présent, c'est typiquement la formule qui peut cristalliser tous les débats d'interprétation. Et on peut, je crois, l'interpréter en deux sens. L'éternel qui est présent. Il y a une dimension d'oxymore dans cette formulation, l'éternel présent. Donc, quelle est la signification de cette... Et c'est là où ça. Quand on n'a pas fait l'expérience extatique, on peut pas véritablement comprendre ce qui est dit. C'est pour ça que je pense que où Hegel a fait cette expérience, où il l'a tellement compris intellectuellement, parce que ça parle directement quand on a fait l'expérience extatique, le présent éternel, une sorte voilà, où on sort du temps, comme ce dont j'ai parlé un petit peu avant. Contradiction apparente. Est-ce qu'il faut... Évidemment, ça peut paraître il faut d'abord penser un éternel pour l'extérieur. Pour comprendre ce qui est rationnel dans le présent, option, disons, droite hégélienne, ce l'on pourrait dire, ou alors est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'autre éternel pensable que celui qui est pensable à partir du présent. Donc qu'est-ce que ça signifierait, cette deuxième option? Bien sûr que c'est ça. Là, je donne des... Après, il n'y a pas d'autre éternel pensable. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a du divin. S'il y a du divin, il y a un autre éternel pensable. On pourrait dire
un principe créateur, voilà. Mais en même temps, il est équivalent, c'est équivalent au présent absolu, à l'éternel, un présent éternel incarné par l'extatique. Donc, voilà, on peut imaginer qu'il y a les deux, qu'il y a un Dieu et puis le reste, ou alors que c'est le divin est juste dans le présent, c'est possible aussi. Des alternatives un peu abstraites. Bon, ben, ça veut dire que, voilà, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Sophocle continue à nous parler. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi Euclide continue à être pour nous définir un modèle de rationalité géométrique démonstrative. C'est aussi de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne nous parlent. C'est aussi de se donner la possibilité de comprendre qu'il y a des choses de la philosophie de Platon qui ne nous parlent plus du tout. Parce que dans cette vérité qui est celle, par exemple, de la philosophie platonicienne, il y a des choses qui sont périmées, qui ne peuvent pas être réchauffées. Bien sûr, et donc, vous voyez, là, c'est une manière de déplacer en fait le problème. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin d'une philosophie de l'histoire comme progrès de la liberté pour comprendre qu'est-ce qui a pu pousser les peuples à différentes étapes de l'histoire de l'humanité à s'opposer à des formes de domination, en exigeant de la liberté. Donc il y a quelque chose d'éternel qui reste présent en ce sens. C'est le fait que l'esprit se définit essentiellement par la liberté, d'après Hegel, et que l'esprit, c'est-à-dire ce qui est proprement humain chez les humains, pour traduire ces formules de manière prosaïque, se définit par une recherche de liberté. Et ça, c'est peut-être, oui, parce que c'est absolument ça. En fait, l'attraction de l'état de perfection, la perfection qui attire l'humanité vers elle, eh bien, c'est la liberté. En même temps, voilà, moi, je place plutôt ça. Enfin, j'ai surtout parlé, j'en ai parlé, bien entendu, de la liberté, mais je le mets comme une partie de l'amour absolu, une partie de l'extase. Mais l'extase, c'est la liberté absolue. Tout ça, c'est englobé en réalité. Ça ressemble, c'est pas, voilà, si Hegel va dire c'est le processus, c'est l'accession à la liberté absolue, oui, mais on peut dire le processus, c'est l'accession à l'extase, qui est la liberté absolue. Le processus, c'est l'accession à l'amour absolu, qui est l'extase et qui est la liberté absolue, etc. Voilà, c'est plus... C'est éternellement présent. Le présent est-il toujours perdu? C'est un peu notre question toute la semaine, en tout cas dans nos 4 épisodes consacrés au présent. Ce matin, nous parlons de la pensée du présent du philosophe Hegel, une pensée difficile, mais extrêmement stimulante. Et je suis en compagnie d'excellents spécialistes de l'œuvre de Hegel, les philosophes Jean-François Kervégan et Emmanuel Renaud. J'ai encore une question sur l'écorce et le noyau, mais ça, on tourne tout le temps autour du même problème là, donc peut-être Jean-François Kervégan pourrait vous répondre à d'autres choses là qui ont été dites. Le texte se poursuit en vérité, dans ce texte qui ouvre les principes de la philosophie du droit. Et il dit, après, Hegel dit, il ne faut pas trop s'intéresser à l'écorce. Il faut quand même s'y intéresser, parce que sinon, on ne pourra pas décortiquer et sortir. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Elle commence à être un peu longue. On va reprendre dans la prochaine vidéo ce petit bout. Il ne faut pas trop s'intéresser à l'écorce. Il faut s'intéresser au noyau. Mais en réalité, le noyau et l'écorce sont solidaires. Ça a été la première partie de la vidéo que nous avons fait sur cet épisode 2 sur 4 de Hegel. Donc, voilà, ça va occuper la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à stimuler ces vidéos. Mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit. Envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre site, écrire des commentaires. Voilà, tout ça, ça stimule un peu l'espace. Voilà, mais uniquement si vous le jugez opportun. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.